Donc, on est enchanté d'être là avec vous aujourd'hui. On vous a préparé un petit menu bien sympathique avec Stéphanie et Aurélien pour vous faire naviguer dans un monde qui nous est cher maintenant depuis quelques années avec Stéphanie, qui est la partie Legal Design, et dans la partie Legal Tech avec Aurélien. Donc, on va vous montrer s'il faut vraiment choisir ou est-ce qu'on peut prendre un petit peu des deux ou si on peut prendre complètement les deux. Enfin voilà, tout le but est de regarder ça avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer par le plus simple. Qui sommes-nous quand même? Donc, Stéphanie qui est là, qui est avocat. On va parler un peu plus spécialement de l'expérience de Stéphanie juste après. Je suis Sabine, je suis designer depuis un peu plus de 15 ans et j'accompagne les professions techniques, dont les professionnels du droit, forcément, vous vous en doutez bien. C'est un peu un vrai terrain de jeu pour moi, en fait, de travailler pour les professionnels du droit. Et Aurélien, juste en dessous, qui est du coup à la tête d'ILO, une Legal Tech. Donc pareil, tu te présenteras un peu plus tout à l'heure, Aurélien, quand on arrivera sur notre rencontre. Ça marche. Donc effectivement, nous sommes 3 aujourd'hui pour ce webinaire et on a pris le parti de vous raconter un peu mon histoire, puisque vous êtes probablement professionnel du droit comme moi, et vous récapitulez un petit peu mon parcours et les différents événements et comment j'en suis amenée à rencontrer Sabine et Aurélien. Donc en fait, l'histoire des rencontres commence surtout en 2013, lorsque j'ai créé mon propre cabinet, le cabinet Calios, même si je suis avocate depuis 2001, avocat fiscaliste à la base. Et aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants d'entreprises dans toute leur aventure entrepreneuriale. Et lorsque je me suis installée, je me suis rendu compte que moi, la façon dont je me voyais moi et comment les dirigeants pouvaient me voir, avec tous les a priori qui peuvent exister sur le recours à un avocat qui a plein de dossiers, qui raconte plein de choses auxquelles le dirigeant ne comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et puis, évidemment, un avocat, ça coûte très cher quand on fait appel à un professionnel du droit. Et je me suis dit que je ne m'étais pas forcément installée à mon compte pour avoir ce type de retour. Et donc, j'ai cherché à me dire, il y a peut-être d'autres façons de pratiquer le droit qu'en délivrant des consultations qui font 20 pages et qui ne contiennent que du jargon juridique. Et dans le cadre de cette réflexion, j'ai exploré plusieurs sujets. Vu que je conseille des dirigeants d'entreprise, je me suis intéressée aux méthodes que les dirigeants utilisent eux-mêmes quand ils montent leur business, donc tout ce qui est business model. Et puis, 2013, les réseaux sociaux étaient déjà bien présents. Donc, j'ai aussi essayé de me former pour savoir comment l'utiliser aussi pour développer mon cabinet. J'ai évidemment regardé les outils de Legal Tech qui se développaient pour pouvoir faciliter mon quotidien et mon efficacité, puisque l'équipe était encore très limitée à cette époque-là, on était que 2. Et puis, la porte du Legal Design aussi qui se présentait à moi, et c'est en 2015 que j'ai rencontré Sabine, et on a ensemble pu réfléchir à ce que l'on pouvait proposer aux dirigeants. Je l'ai rencontrée grâce à une amie qui faisait de la stratégie marketing et qui travaillait déjà avec Sabine, et qui nous a mis en contact toutes les deux. La sauce a très bien prise, puisqu'on est en 2021 et on continue de travailler ensemble. Toujours là. Voilà. Et c'est vrai que quand on parle de fiscalité aux dirigeants d'entreprise, c'est assez, j'allais dire imbuvable, c'est peut-être fort, mais c'est très technique et on peut les perdre assez facilement. Et quand on parle de leur rémunération et de la partie entreprise, de la partie plus personnelle qui peuvent les toucher, je me suis dit que ça pouvait être une bonne porte d'entrée pour commencer à simplifier les choses visuellement. Et du coup, le premier outil Legal Design est né donc en 2015 sur ce fameux sujet de la rémunération du dirigeant. Vous voyez, je sais que le Legal Design, ça paraît toujours un peu, pas mystérieux, mais quand on ne l'a pas expérimenté, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aussi au cours de ce webinaire, de vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler.
Mon premier outil de legal design, c'était pas une infographie, c'était un outil en fait que le dirigeant d'entreprise pouvait remplir de son côté. Moi, je pouvais avec les bilans de l'entreprise remplir une autre partie et c'était vraiment un support de discussion et ça a vraiment simplifié les choses et ça m'a vraiment démontré par l'exemple que ça valait le coup de poursuivre la réflexion et on a continué avec Sabine à pouvoir créer des nouveaux outils. Donc en fait, à cette époque-là, quand on s'est rencontré avec Stéphanie, alors tu l'as dit, ça a tout de suite bien marché entre nous deux. Et pour cause, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'entre la méthodologie du designer et la méthodologie d'un avocat au niveau du travail, en fait, il y a beaucoup de similarités. Et notamment cette notion de méthode en designer. Donc ne fais pas que des chaises, ça je vous le dis. Et du coup, moi j'interviens plutôt dans la partie service. Et c'est vrai que alors j'ai mis exprès mes boucles d'oreilles de formatrice designer aujourd'hui. Puisqu'en fait, j'ai posé beaucoup de questions à Stéphanie et ce qui a permis justement d'orienter et de voir en fait comment on allait pouvoir monter le premier outil ensemble. Et puis on s'est rendu compte en fait que cette notion de questionner le besoin entre le besoin de Stéphanie et le besoin de ses clients, ça nous a permis en tout cas de faire naître en tout cas ce premier outil. Et puis on voit qu'à cette époque-là, du coup, on était coupées toutes les deux en deux, puisque du coup, Stéphanie avait besoin aussi de montrer son côté humain. En fait, elle n'était pas qu'avocat, elle était aussi avant tout une femme avec son tempérament, ses ambitions, ses envies, et puis moi aussi, de toute manière, avec mon côté créatif. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je venais juste de créer, d'être Madame Créa. Donc voilà, on est vraiment sur un temps, c'était vraiment le premier temps sur lequel on s'est rencontrés toutes les deux et la sauce a bien prise en effet. Et sur cette partie aussi technique, avec chacune nos méthodes bien cadrées, tu es designer, mais tu n'es pas une créative. Enfin, tu peux partir dans tous les sens, dans le sens idée créative, mais il y a quand même bien une structure comme un professionnel du droit dans la façon dont on aborde les choses. Enfin, c'est vrai qu'on peut avoir parfois des a priori sur la partie créativité, mais ce n'était pas du tout le cas. Et j'avoue, hein, c'est pour ça que je l'exprime, c'était aussi rassurant pour moi de pouvoir travailler avec quelqu'un qui avait une vraie méthode de travail, parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc ensuite, on a continué notre petit bonhomme de chemin et en fait, on n'a pas tout de suite su en fait qu'on faisait du legal design. C'est par la suite qu'on l'a découvert et qu'on a mis un mot dessus. Et on s'est dit qu'au-delà des professionnels que j'accompagnais moi en tant que dirigeant, ça pouvait être très intéressant de partager en fait notre expérience et de former d'autres professionnels du droit au legal design, puisque c'est vrai qu'en termes de relations clients, ça a vraiment pour moi débloqué quelque chose dans le sens où le legal design vient vraiment comme un média, un intermédiaire pour faciliter la relation client en étant dans du schéma, pas dans du simplisme, mais de pouvoir rendre les choses abordables, accessibles et pouvoir susciter l'échange. Ce qui était fondamental dans mon approche en m'installant, c'est que je ne veux pas calquer des solutions juridiques et leur dire ce sera ci, ce sera tel choix. C'est aussi, ils sont dirigeants d'entreprise, c'est à eux de prendre les décisions. Pour moi, mon rôle, c'est de leur expliquer que les choix pour eux soient le plus clair possible. Donc, nous avons fait une première conférence sur le legal design lors du troisième village de la Legal Tech en 2018. Et pourquoi l'aborder? C'est parce que lors de cette conférence, il y a une personne qui m'a interpellée à un moment donné en me disant « Mais vous n'avez pas peur d'être ridicule avec vos dessins ?» Donc voilà, ça c'était en 2018. J'espère qu'aujourd'hui, même s'il y a encore des a priori sur le legal design, ce ne serait pas forcément la réaction. Mais voilà, c'est vrai qu'en tant que professionnel du droit, on a aussi parfois un peu peur de se permettre des choses un peu plus qui peuvent paraître originales, mais en même temps, à partir du moment où on sait que c'est pour faciliter la relation avec le client, à aucun moment j'ai eu peur du ridicule. Parce que j'avais travaillé les choses et que voilà, ce n'était pas un dessin comme ça tombé de nulle part, c'était un dessin qui était raisonné par rapport à la méthode design d'ailleurs qu'on abordera tout à l'heure. Et sur la partie EFB, du coup, Sabine, je te laisse partager.
C'est très drôle la partie EFB. Non, mais on était ravis en tout cas d'être là et de pouvoir commencer à transmettre aux générations qui arrivaient en fait sur le milieu du travail. L'idée, c'était de partager là où on était. Alors, on a fait du chemin, nous aussi, dans l'approche qu'on a du legal design aujourd'hui, hein. On prend beaucoup plus le temps d'introduire la méthode aujourd'hui que ce qu'on faisait en 2018. Mais l'idée, c'était de pouvoir partager et on se rendait bien compte déjà qu'il pouvait déjà y avoir quelques petites des réticences peut-être déjà au niveau des étudiants pour certains. Alors, tu vois de quoi je parle, Stéphanie, mais pour certains qui avaient déjà des idées arrêtées, en fait, alors qu'ils étaient encore en formation, mais de prendre conscience, en fait, que il y a le niveau expert et, en fait, faire appel à du legal design, c'est être encore au-dessus du niveau d'expert, c'est-à-dire revenir à quelque chose de simple et abordable pour le client. Donc, on a essayé de transmettre tout ça, en tout cas avec Stéphanie. On a fait 2-3 sessions Oui, 3 sessions. avec l'UFB et à chaque fois avec des expériences totalement différentes. Donc, hyper enrichissant, j'espérais pour eux et pour nous en tout cas. Et puis, ce qui était assez amusant quand on abordait le sujet du legal design, c'est qu'en réalité, les étudiants, on leur demandait de rendre ça accessible et leur premier réflexe, c'était de recourir, quand on leur proposait de créer un outil en legal design, en ayant expliqué la méthode, leur premier réflexe, c'était de faire du formulaire en ligne, de créer des applications pour simplifier. Et ça, c'est assez intéressant puisqu'il y a cette attirance ou ce réflexe nouvelle technologie qui n'est pas du tout incompatible avec le legal design, mais on veillait quand même à leur rappeler que le legal design, il est fait pour créer plus de liens, se rendre plus accessible. Et en fait, le contre-pied, c'était de dire, est-ce que vous êtes sûr que faire aider la rédaction d'un contrat en posant des questions via un formulaire, est-ce que vous êtes sûr que ça renforce le lien client, ou est-ce que déjà, comme on a peur des legal tech parce que ça peut éventuellement, possiblement prendre notre travail, est-ce qu'en fait là vous n'êtes pas en train de déporter le travail que nous on doit faire sur le client en répondant au questionnaire? Donc on était vraiment sur les jeunes, ce premier réflexe était très intéressant et on était obligé de les recaler en disant on pose tous les outils technologiques et on va juste se poser, on prend un papier, un crayon et on se pose la question, comment ça se passe avec vos clients ou comment vous étudiez aujourd'hui un cas concret et comment vous pouvez imaginer rendre des choses plus abordables et plus proches. On était obligé de le centrer humain. Le centré humain du legal design qui est tellement important n'allait vraiment pas de soi quand on leur expliquait lorsqu'on leur expliquait et qu'on les faisait expérimenter. Donc, on devait sans arrêt recentrer là-dessus et ça me semblait intéressant de vous le partager. Et puis le retour au papier-crayon a été un peu rude pour certains, hein, qui se sont dit, on prend vite l'habitude en fait des nouvelles technologies et le retour au papier-crayon, c'était un peu au retour aux sources pour eux. Mais au final, je pense ils ont compris pourquoi on souhaitait d'abord qu'ils réfléchissent sur le papier et le crayon, sur le papier, avant de passer sur la partie numérique. Donc, Et on le rencontre encore aujourd'hui avec nos clients qui ont le réflexe de se dire, oui, mon schéma, il est très bien, mais comment je peux faire pour le mettre en numérique et est-ce qu'on ne peut pas envoyer un mail automatiquement chaque chose en son temps et ne pas mettre non plus trop de technologie trop vite pour bien avoir en tête déjà ce que ça peut apporter dans la relation client. On passe à l'année 2019 qui était fort chargée. Par contre, ce qui est bien et prometteur, c'est que du coup, ils seront à l'aise avec les nouveaux outils quand ils commenceront leur carrière. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est certain. Ah, oui. C'est le point de vue legal tech qui parle. Tu as raison, Aurélia. Oui, c'est sûr. Et que dire de nos enfants actuellement, ça sera encore plus facile. Du coup, cette année 2019, justement, Aurélien, c'est l'année 2019 où nous nous sommes rencontrés. Une année 2019 qui a été riche. C'est ça. Donc entre la première, donc c'était la première Legal Design Battle qui était lancée par le Village de la Justice et du coup qu'on a remporté avec Stéphanie. Donc là, vous voyez, c'est l'illustration qui est sur la gauche, qui était sur le prélèvement à la source. Donc c'était la deuxième étape, le niveau 2. Une fois que c'était mis en place, comment expliquer les démarches à mettre en œuvre. Donc Stéphanie a concouru justement au prix d'innovation des avocats
et du coup a été finaliste, parmi les finalistes. finaliste en J'ai fait. pas été la Ouais. récompensée, mais parmi C'est les le fait de finalistes. peu, mais voilà. En tout cas, tu étais finaliste et ça montrait en tout cas la volonté de faire avancer les choses et ta relation client dans ton cabinet. On a adopté aussi Frédéric. Donc là, Frédéric était en rapport en fait avec les deux photos du dessous, puisque c'était le premier atelier aussi des dirigeants. Donc on a mis en place pour les clients de Stéphanie. Donc ils étaient une dizaine ce soir-là pour pouvoir parler justement en petit comité et pouvoir parler d'une thématique assez forte, puisque et si vous disparaissiez demain, que se passerait-il? Et ce qui était fort dans ce temps, c'est que du coup, ils ont pu en parler. Ils ont pu parler en fait ouvertement en petits groupes de leurs inquiétudes. Donc, vous voyez, on a Frédéric sur le côté avec des post-it du coup où les dirigeants sont venus poster justement tout ce qui les inquiétait, ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils avaient sur le cœur. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est que derrière, il y en avait plein le dos aussi de post-it avec toutes les questions qu'ils n'osaient pas se poser sur cette thématique-là particulière. Et il faut savoir quand même que durant tout ce temps, Stéphanie n'a pas mis un seul mot technique du jargon juridique en fait de toute la soirée. Donc Oui. c'était vraiment quelque chose d'abordable pour nous. Et avec une deuxième volonté aussi, c'était de pouvoir récupérer aussi justement tous les termes en fait qu'utilisaient les dirigeants qui nous servent aujourd'hui au quotidien à pouvoir communiquer avec eux en fait en reprenant leur vocable. Donc c'est plus abordable en tout cas, se rendre toujours plus abordable. Et puisque l'objectif, c'était de prendre le contre-pied de tous les petits déjeuners ou autres soirées thématiques en tant que cabinet d'avocat, on est amené à organiser pour sensibiliser les clients sur certains sujets. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de se dire, ne pas, si vous disparaissiez d'humain, ne pas parler ni de testament, ni de pacte Dutreil et autres, mais plutôt les faire réfléchir sur leurs préoccupations. Et le Frédéric que vous voyez, en fait, c'est là encore le travail de legal design, puisque Frédéric, en réalité, c'est le client idéal, mon dirigeant client idéal. Alors, on a essayé de le faire beau, si On l'a choisi. mais en tout cas, un client idéal qui représente mon client, puisque dans la méthode Legal Design, c'est aussi un moment important de bien se demander à qui on s'adresse et pour qui on crée les outils. Donc, ça a été le moyen de le matérialiser, en fait, et que ça devienne un outil en atelier pour que les dirigeants qui étaient là puissent s'y reconnaître. C'est notre Et collègue. si je n'oublie pas aussi une chose importante, il est en haut à droite, mais il a tout son sens. C'est à partir de cette année 2019 que des réunions ont été créées à l'initiative de Droit Quotidien. Je crois qu'il y avait des personnes notamment qui étaient inscrites à ce webinaire, donc je les salue. Et c'est en 2019 qu'a été initié par Droit Quotidien un collectif qui rassemble les professionnels qui s'intéressent au legal design, que ce soit des avocats, des notaires, des linguistes, des designers, enfin voilà, tout le panel qui peut exister pour justement centraliser sur un niveau francophone les initiatives et pouvoir discuter. L'association est aujourd'hui bel et bien créée. Donc, du coup, 2019, on a refait une conférence lors du village de la Legal Tech et c'est à cette occasion-là qu'on a présenté du coup le livre que l'on a conçu 10 950 jours dans l'impôt d'un dirigeant qui était encore une fois une façon de s'adresser aux dirigeants de façon simple pour voir comment aborder les différents sujets de préoccupation d'un dirigeant et aussi de montrer aux professionnels du droit que l'on pouvait présenter les choses différemment sans être ridicule, mais en montrant des éléments plus ludiques. Alors, je vois qu'il y a, oui, non, c'était juste une salutation, donc parfait. Donc voilà, ce livre, Legal Design. Hop. On arrive à l'année 2020, donc l'année dernière, avec, voilà, là aussi, on s'est appliqué à nous-mêmes la méthode Legal Design, puisque vous voyez que le petit personnage d'avocat qui me représente a lui aussi évolué. Voilà.
Et on avait voulu lancer des ateliers collaboratifs en présentiel qui étaient prévus le 12 mars 2020. Voilà, 3 petits points. Donc, cela nous a donné l'opportunité de créer une formation du coup en ligne et de pouvoir revoir aussi certains outils que j'utilise avec mes clients dirigeants d'entreprise. Et on arrive à l'année 2021, c'est-à-dire cette année, avec un partenariat qui se confirme avec Hilo. Je vais laisser Aurélien en parler. Et on voit aussi, je parle à chaque fois des villages de la LegalTech parce que c'est un élément qui permet de voir toute l'évolution de l'innovation. Il y a eu 4 éditions des villages de la LegalTech et les rendez-vous de la transformation du droit qui devaient avoir lieu en novembre dernier, qui ont été repoussés et qui auront, on l'espère, lieu en présentiel ou en distanciel, mais en novembre, s'enrichissent, vous voyez, de plusieurs villages, dont un village consacré au legal design, puisqu'on intervenait en legal design dans le village de la LegalTech. Donc là aussi, est-ce qu'on faisait partie de la LegalTech ou non? On voit que non, on a pu s'en amender. Et le 28 avril prochain, déménagement pour Kalios. Et on vous l'a mis pour montrer aussi qu'on évoluait vers vous voyez, il y a des petites étoiles à côté de la salle de créativité et de formation qui sera en plein milieu de nos locaux d'avocats pour là encore bien marquer les choses et sur la volonté de toujours innover. Alors, Madame Créa déménage dans les cartons de Kalios, en fait. Je suis Stéphanie, donc je déménage aussi dans les cartons. Je suis juste à côté de la salle de créativité. Voilà. À toi la parole. Et donc, du coup, c'est ça, un peu plus d'éléments sur ce partenariat. Donc, en fait, on s'est rencontrés en 2018, donc sur le village de la LegalTech. Donc, quand le legal design, comme tu disais, était encore sous l'égide entre guillemets de la LegalTech. Et donc du coup, Stéphanie intéressée par les outils LegalTech et moi du coup qui ai fait la connaissance du legal design et qui ai trouvé du coup cette approche très très intéressante et surtout très complémentaire sur le sujet de la contractualisation, qui est donc celui sur lequel on s'est positionné avec Hilo. Et donc tout de suite vu la complémentarité, donc quand on voit l'évolution des sujets aujourd'hui et le sujet qu'on traite aujourd'hui, il faut croire qu'en 2018, déjà 2019, on a eu peut-être un peu le nez creux, comme on dit. Et donc, du coup, voilà, du travail commun, de la réflexion commune, de comment est-ce qu'on pouvait lier les deux sujets et les deux approches, puisque sur le sujet de la contractualisation, il y a aussi une volonté de rapprocher juristes et non-juristes, ou en tout cas d'améliorer la collaboration entre les deux. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a adopté cet état d'esprit legal design. Et donc, ça se concrétise cette année par une première sortie de fonctionnalités qui combine donc legal design et contractualisation. On va pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail par la suite. Alors, si j'arrive, voilà. Et puis 2022, parce qu'on a toujours des projets en tête, on aura un projet un peu d'envergure un peu plus importante, transversale, avec différents partenariats que vous communiquera en temps et en heure. Donc, vous nous connaissez du coup un petit peu mieux. On va du coup maintenant entrer plus dans le détail de LegalTech versus Legal Design, qui est bien le sujet de ce webinaire. Et ce qu'on aime toujours dire, c'est qu'on a toujours l'impression, face à ces changements, que c'est une grande montagne à franchir, mais évidemment, que ce soit sur les LegalTech ou sur le Legal Design, c'est avant tout du pas à pas. Et ce que j'aimerais bien voir, je vais vous lancer un petit sondage pour voir si entre le Legal Design et la LegalTech, sur lequel de ces sujets vous êtes renseigné en premier. Legal Design, LegalTech. C'est le match en direct. Attention.
Ouais, vous ne voyez pas encore, hein. Ah, 50-50. Ah, merci pour oui, d'autres participants qu'on puisse équilibrer. Aucun des deux. Bon, allez, je vous partage, je mets fin au sondage qui, allez, 50% legal design de courte tête. Non, on voit que c'est assez partagé. Alors, je partage les résultats par là. Bastien, Voilà. Donc, vous voyez que ça se tient ça se tient, entre les deux. Voilà, super. tout à fait. Donc, alors pourquoi ces deux solutions? Bah, vous le savez, hein, on a besoin un peu en tant que professionnel du droit de développer une nouvelle pratique, moderniser notre approche, prendre le train du futur et puis transformer nos modes de fonctionnement. Et puis on l'a vu avec la crise sanitaire actuelle, il y a des coups d'accélérateur qui sont intervenus, mais c'est vraiment ce besoin-là qui est important. Alors, j'aime bien parler de cette enquête de LegalTech, EDEC et l'Association française des juristes d'entreprise qui a essayé de mettre à jour ce qu'était le profil d'un juriste augmenté aujourd'hui. Puisqu'on est, en tant que professionnel du droit, on n'a plus seulement nos compétences techniques de juriste, mais on doit avoir des compétences digitales, numériques, et puis aussi des compétences business sur la stratégie, qu'on soit, j'allais dire, en entreprise ou dans une structure d'avocat, de notaire ou autre. On doit aussi manager tous ces changements-là. Et puis, les soft skills, hein, donc là où on peut être centré client, être dans l'empathie, tous ces sujets-là sont vraiment fondamentaux. Et sur les traits et les modalités d'utilisation, cette enquête montre sur la partie digital skills, on a constaté avec plaisir que le legal design en faisait partie. Hein. Toutes les personnes qui ont été sondées ont dégagé des éléments qui sont propres au legal design, à savoir, vous voyez, expliciter des problématiques juridiques complexes par la visualisation, rédiger avec impact sur traitement de texte de façon claire, donc on voit aussi là la partie langage clair, et utiliser des outils, Prezi, PowerPoint. Alors, legal design, c'est assez significatif par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le legal design, on ne sait pas trop le mettre, on le met là à côté de Prezi et de PowerPoint qui sont des solutions numériques, alors que le legal design ne passe pas forcément par le numérique. Et sur le legal design, cette étude, dans l'une de ses conclusions, indique bien, et ça nous a fait plaisir aussi, que le legal design peut être ignoré. Alors du coup, Aurélien, je te laisse. Oui, tout à fait. Donc du coup, évidemment, il y a une notion donc, de skills digitales, de compétences digitales qui sont nécessaires aujourd'hui à appréhender et à maîtriser ou en tout cas à s'approprier pour développer son activité, améliorer du coup sa relation avec ses clients. Et donc, il y a différents points sur la partie donc, gestion d'activité. Alors, il y a différents points. Il y a la notion donc, de développer son activité, améliorer sa visibilité, etc. Mais ce qu'on va regarder plus aujourd'hui, c'est surtout sur la relation client, sur la gestion interne. Donc voilà, ça peut passer par demander des retours à ses clients après une prestation pour savoir si ça a été clair, pas clair, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, de pouvoir tester aussi donc, des nouveaux outils de LegalTech sur les différents sujets. On va les voir ensuite puisque tous les segments en fait, d'activité ou de gestion d'activité juridique sont maintenant adressés. Également de la gestion de relations clients, soit voilà, avec des CRM pour avoir quelque chose de plus personnalisé, simplifier la collaboration via des outils avec les clients et enfin, du coup, utiliser des outils numériques pour améliorer la collaboration, etc. Et donc, tous ces sujets ont un peu été poussés en avant par la force des choses, donc avec la crise sanitaire qu'on traverse. Mais maintenant, c'est vraiment une demande, donc qu'on soit avocat, notaire ou juriste en entreprise, ça devient vraiment une demande qui est forte des clients, donc externes ou internes, d'avoir une approche qui est
plus innovantes, plus facilement accessibles et qu'on peut vraiment, sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour bénéficier vraiment du service juridique, mais plus à l'ancienne. Voilà, maintenant, ça devient du coup des standards sur lesquels les professionnels du droit, comme dans les autres activités, les autres domaines qui ont subi ou traversé leur transformation digitale déjà depuis quelques années, maintenant, c'est vraiment une obligation pour les professionnels du droit de se positionner sur ce type d'approche et sur ce type d'outils. Voilà, pour les outils et la gestion. Oui. Donc, du coup, comme je le disais par la suite, donc je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, comme je le disais, maintenant, il y a des outils. Alors, du coup, la slide précédente, désolé, j'avais un petit peu de retard avec mon Wi-Fi domestique, où on voit donc les différents segments, en fait, la répartition des legal tech qui existe aujourd'hui. Donc voilà, on a donc de la mise en relation, de la rédaction d'actes, on a aussi du litige en ligne et maintenant qui prend pas mal de plus en plus d'essor en tout cas, la justice prédictive, les outils métiers, donc digitalisation des process, amélioration de la gestion de cabinet, etc. et de l'information juridique. Donc on voit bien que tous les créneaux sont maintenant adressés, plus ou moins de manière complète. Et donc, nous, particulièrement, ILO, on est sur le créneau donc, de la rédaction d'actes, mais dans une logique d'outils métiers. On ne fait pas que de la rédaction d'actes, c'est vraiment dans un outil métier sur la gestion de la contractualisation. Voilà, donc il y a énormément de possibilités qui sont à votre disposition. Et bien sûr, on ne cite pas du coup les outils qui ne sont pas spécifiques à la gestion de cabinets ou d'activités juridiques, mais qu'il est aussi possible de s'approprier, puisque tout à fait pertinente, hein, des outils de visio, etc., des outils de gestion de paiement, etc., pas forcément parce qu'ils ne sont pas développés pour de l'activité juridique, qu'ils ne peuvent pas également être considérés comme applicables et pertinents. Et donc, la Legal Tech sur vraiment donc, la digitalisation des process en particulier, l'objectif, c'est pas de digitaliser les processus métiers puisque ce n'est pas une fin en soi. L'objectif derrière ça, c'est de se faciliter le quotidien, surtout, d'optimiser de son organisation interne en gagnant du temps sur certaines tâches qui peuvent être répétitives, qu'il y en a toujours. Le fait de pouvoir organiser son travail via un outil, ça permet aussi de se libérer d'une charge mentale, d'avoir à se tenir des notes en parallèle ou un carnet ou mettre à jour un agenda, etc. Autant de choses qui vous permettent en fait d'être davantage en discussion avec vos clients, parce que c'est là vraiment votre valeur ajoutée, et d'améliorer cette relation en gagnant du temps par ailleurs et également du coup sur la rédaction d'actes, par exemple, il y a une notion de modéliser les savoirs, justement pour passer plus de temps sur le fond des sujets, sur le détail, donc que vous allez obtenir en discutant davantage avec vos clients, en posant d'autres questions, en ayant une approche peut-être plus globale et en posant des questions que d'habitude vous n'auriez peut-être pas posées. Et donc ça va vous permettre vraiment de vous appuyer sur vos savoirs de manière optimale pour être davantage dans la personnalisation, puisque c'est évidemment ça la valeur ajoutée d'un professionnel du droit, voilà, par rapport à d'autres plateformes sur lesquelles on peut acheter des contrats, etc., qui sont très standardisés, alors que la valeur ajoutée d'un professionnel du droit, c'est de faire du très personnalisé, du très détaillé. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant en gagnant du temps par ailleurs sur la gestion et également sur la relation client. Voilà, je vois que tu hoches de la tête, Stéphanie. Bah oui, parce que on est d'accord là-dessus. Oui, ça a été mon expérience aussi. Parmi les 3 portes que j'ai ouvertes depuis que je me suis installée, évidemment,
la Legal Tech est cruciale aujourd'hui, même dans mon budget. Le budget outils numériques tient, et je ne parle même pas de la partie documentation juridique en ligne, même si j'ajoute tous les outils, tu le disais, pour s'organiser au quotidien, même s'ils ne sont pas dédiés forcément aux juristes en particulier, mais ça fait partie intégrante du budget de fonctionnement aujourd'hui du cabinet, qui représente un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Hein. J'ai fait le calcul, moi ça représente 2% de mon chiffre d'affaires, la partie outils numériques. Hein. Donc voilà, ça en fait partie. Non négligeable. Ouais. Et en plus, donc, ça a été remis, comme je le disais tout à l'heure, ça a été poussé en avant et l'importance de l'opportunité qui est représentée par les Legal Tech, ça a été vraiment mis en exergue par cette crise du coronavirus qui a cloîtré tout le monde chez soi et donc a, pendant le premier confinement notamment, entraîné énormément de retard sur les opérations juridiques par manque d'outils de signature électronique, ou même simplement par manque de visibilité, de pouvoir voir son avocat, de pouvoir voir la tierce partie, puisque beaucoup n'étaient pas encore équipés d'outils de visio, par exemple. Et donc, ça a fait traîner énormément de sujets. Et donc, globalement, les professionnels du droit ont compris qu'il y avait un besoin considérable et urgent de se positionner sur ce type d'outils. Et donc, ça a mis en avant l'intérêt également des outils collaboratifs. Donc, certes, avoir un outil en interne pour pouvoir, comme je le disais, modéliser ses savoirs, organiser son temps, etc. Mais du coup, d'y mettre une dimension collaborative pour pouvoir partager des choses de manière sécurisée avec ses clients sur un portail, sur une interface qui est agréable, qui est assez pédagogique, sur laquelle on peut vraiment poursuivre son activité. Et ça ouvre également, du coup, des horizons complètement différentes, puisque n'est plus limité forcément à un espace géographique, même si la mobilité fait que ça ouvre encore du coup la possibilité d'aller adresser des clients qu'on n'aurait peut-être pas la possibilité ni de rencontrer ni d'adresser si on n'avait pas eu du coup cette ouverture d'esprit qui est aussi amenée par des outils voilà, qui ouvre le champ des opportunités. Oui, tout à fait. Donc nous, du coup, sur ILO, comme je le disais, évidemment, il y a une brique de rédaction d'actes, mais on a voulu vraiment se positionner sur une gestion contractuelle vraiment 360 degrés. Et donc, du coup, je reviendrai sur les fruits de notre collaboration. Donc, on a évidemment la possibilité de générer automatiquement ou sur mesure des contrats, puisqu'on le disait tout à l'heure, la modélisation des savoirs, ce n'est pas la standardisation, mais votre vraie valeur ajoutée, ça va être sur la personnalisation. Donc, évidemment, on donne la possibilité de capitaliser sur l'existant pour passer plus de temps sur du détail. Nous, on fonctionne avec un closier dynamique, en fait, puisque en discutant avec les professionnels du droit, on s'est rendu compte que le fonctionnement, en général, c'est de fonctionner par closier, même si ce n'est pas comme ça et qu'on n'a pas un closier qui est vraiment construit en tant que tel. Quand on va rédiger un contrat, on va se dire, tiens, mais telle clause, elle était sympa, il faut que je la remette, il faut que j'aille la rechercher. Donc, nous, on a voulu prendre ce fonctionnement et vraiment le matérialiser pour vous donner toute la flexibilité. Des workflows collaboratifs, reporting, intégration pour des outils de signature électronique. Donc, on est vraiment dans cette mouvance qu'on adresse du coup de manière vraiment globale. On va avoir du coup du contract management, donc le suivi de la vie des contrats avec une intelligence artificielle qui devrait sortir donc du courant du mois de mai. Et donc, dans cette logique, du coup, qui n'est pas uniquement, alors qui est à première vue centrée uniquement contrat, c'est là donc qu'on a vu la pertinence du legal design et la complémentarité avec ce sujet. Alors, c'est surtout du coup, donc Stéphanie, tu vas revenir sur les différents types de legal design. Oui. Nous, ce qui nous a, moi du coup, et nous, ce qui nous a intéressé, c'est la partie justement première étape autour d'un legal design. Et ensuite, la deuxième étape, rédaction de la documentation juridique correspondante. C'est vraiment ça, du coup, l'approche qui nous a paru très complémentaire. Et donc, on a intégré dans ce premier jeu de fonctionnalités qu'on va pouvoir vous montrer par la suite. Okay. Alors,
Maintenant qu'on a vu la partie legal tech, on va voir la partie legal design. Alors le legal design, je pense que tout le monde sait à peu près que c'est le fait de rendre plus accessible l'information juridique, mais pour mieux la rendre accessible. Et Sabine disait tout à l'heure que dans nos formations, on a pu évoluer sur la façon dont on le présentait, c'est-à-dire que c'est pas forcément la première étape, rendre plus accessible, c'est l'objectif en soi, mais la première démarche, c'est de mieux connaître son client pour savoir à qui on s'adresse, pour pouvoir le fidéliser et proposer des outils ou des schémas en legal design qui lui soient vraiment utiles. Il ne faut pas rester sur je suis juriste, je fais un schéma parce que ça peut être encore inaccessible en fait. Enfin, on l'a vu lors de certaines formations ou dans des créations qui ont été faites. Il y a vraiment cette notion d'être centré client qui est vraiment le premier pas et qui correspond au fait que le legal design, c'est avant tout une posture et un état d'esprit. C'est éviter de se mettre en posture uniquement d'expert juridique, mais de se mettre en posture d'écoute. Alors oui, on le fait, on est obligé de le faire pour faire connaissance avec le client, mais vraiment, j'allais dire, une écoute active de qui est notre client, à qui on s'adresse, qu'on soit un juriste ou qui a affaire à des opérationnels au sein de la société ou en cabinet ou études, qu'importe, c'est vraiment la même chose. Et évidemment, ça permet de développer son business et d'être acteur de l'innovation, parce que c'est vrai, alors là, ça va être sur la partie combat entre legal tech et legal design, mais c'est vrai que la legal tech, dans un premier temps, je pense que ça nous a fait un petit peu peur parce que ça nous a été un peu imposé par des acteurs extérieurs à notre profession qui venaient avec des codes de start-up et donc on fonce et on propose des fonctionnalités qui viennent simplifier les choses et qui viennent peut-être démarcher des clients qu'on n'arrivait pas, nous, en tant que professionnels du droit, à voir parce que le ticket d'entrée dans la tête de la plupart des gens pour aller voir un notaire, un avocat, ça peut être rédhibitoire. Mais ça peut être à ce moment-là qu'on s'affronte sur le fait de se dire on subit ou on utilise des outils de legal tech et moi, j'utilise et je profite de toute cette ingéniosité que je n'ai pas pour créer des outils technologiques. Et le legal design, là où ça donne une bouffée d'oxygène, c'est que ça libère du temps pour être soi-même acteur en tant que juriste, soi-même acteur d'une innovation en innovant, mais pour ses clients. Une fois qu'on met en place tout un tas de transformations technologiques, c'est être plus efficace au quotidien pour pouvoir créer des choses nous-mêmes, quitte après, comme on va le voir juste après, pouvoir allier les deux. Mais ça donne quand même un espace de liberté pour créer. Et donc, vous voyez bien que les obstacles, en fait, au fur et à mesure de travailler sur ce domaine-là, on a relevé des obstacles et notamment le principe premier, c'est de ne pas avoir de méthode, de ne pas savoir par où commencer. Le legal design, c'est très compliqué à définir, on ne sait pas trop ce qu'on peut en attendre. Ça reste flou, on ne sait pas, et c'est pour ça que Stéphanie, on s'attelle beaucoup à essayer de formaliser les choses et à trouver plein d'images différentes pour que chacun vienne y chercher le truc qui lui parle. Et puis en effet, ça ne se résume pas juste à de l'infographie, c'est pas juste du joli dessin, comme on le note ici. C'est vraiment bien plus large en fait. On va dire que le côté joli du dessin, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Donc avec Stéphanie, on a appliqué justement une méthode, à travailler là-dessus pour qu'on puisse vous l'expliquer. Une méthode qui s'explique en 6 parties, qui est un mélange entre la méthode du design et la méthode de la partie légale, donc avec observer, écouter et créer qui font vraiment partie de ma méthode de travail à la base. Observer, non pas regarder, c'est-à-dire on va aller observer le client, on va aller écouter et non pas juste entendre ce qui se dit en fait d'un point de vue du client, les besoins, tout ce qui va être non exprimé aussi en fait partie. Et après, la phase tant attendue qui est la phase de création, où là, du coup, on va pouvoir exprimer en s'appuyant sur ce qu'on a observé, écouté, pour mettre en place un outil qui va permettre justement d'expliciter et d'accompagner son client et soi-même. On ne l'a pas dit jusque-là, mais c'est vraiment la volonté d'être gagnant-gagnant, en fait, sur l'approche du legal design.
et même Legal Tech d'ailleurs, hein, ça rentre dedans aussi. Et après, on passe dans une deuxième phase où une fois qu'on a créé ces éléments-là, on va pouvoir déployer auprès de ses clients, intégrer au sein du cabinet, donc avec le fait que tous les juristes, avocats, tous ceux qui vont travailler en fait au sein du cabinet aient bien une même méthode de travail et partagent ces éléments-là. Et performer, là, on va aller sur la partie vraiment déploiement des choses et ça va être la partie plutôt business, c'est-à-dire que c'est pas juste, on n'utilise pas du legal design ou des legal tech juste pour se faire plaisir, c'est qu'à la base, il faut aussi que ce soit rentable et du coup, on va aller chercher ça aussi. Enfin, ça va permettre d'améliorer en tout cas l'expérience des clients et donc amener du business. On est arrivé sur cette phrase-là, et les petits designs. Alors, je fais une petite aparté. La petite ampoule, c'est Stéphanie qui l'a dessinée. Je sais, à chaque fois je le dis. Mais voilà, pour vous dire aussi qu'on a toutes les deux une appétence chacune pour nos métiers. Et donc là, du coup, c'est Stéphanie qui s'est lancée sur la partie des ampoules. Produire des contenus juridiques de haute qualité, facilement compréhensibles par vos interlocuteurs non juristes. C'est une première en fait, approche, une explication de ce que peut justement amener la partie legal design dans votre quotidien de professionnel du droit. Et c'est important pour nous que le côté très compréhensible en fait, de l'apport de ce legal design là. Et haute qualité, c'est la valeur ajoutée, c'est le plus du plus, quoi. Et puis, le haut de qualité, il était important pour nous de le préciser parce que legal design ne veut pas dire simplisme. Et du coup, on ne doit pas perdre en qualité parce qu'on a nos responsabilités aussi à tenir. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Il ne faut pas avoir de frein vis-à-vis du legal design en se disant que ça va être trop simpliste parce que ce n'est pas le cas. C'est du plus, quoi. Donc, et du coup, cette solution cette diapo pour résumer, qu'en effet, c'est se rendre accessible, valoriser son expertise. Et je pense que même pour la prochaine fois, on pourra mettre même le gagnant-gagnant. Parce que c'est vraiment et pour vous, professionnels du droit, et pour vos clients. Donc, c'est vraiment, normalement, tout le monde est content, en fait. D'où les petites étoiles qu'il y a un peu partout sur la partie legal design. C'est que normalement, ça met des étoiles dans les yeux de tout le monde, quoi. Alors, ce qu'on rencontre souvent, c'est mais le legal design, ça ressemble à quoi exactement? Alors, il y a la ponte du sujet, l'américaine Margaret Hagan, qui avait fait une classification un peu des différentes typologies de legal design. On est venu l'enrichir un petit peu et l'exprimer un peu à notre façon, mais pour rendre les choses un peu plus compréhensibles. Il y a la partie legal design au quotidien, on aime bien dire, c'est le legal design, ça s'applique dès lors qu'un mail sort d'une structure. Ça peut tout à fait être du legal design et on va être sur la partie langage clair en fait, de se dire est-ce que c'est compréhensible, surtout que vous le voyez dans les statistiques, on a d'une part le fonctionnement du cerveau qui doit nous faire attention à la façon dont on présente les choses, et puis il y a aussi le fait que les mails et les consultations ou les documents juridiques qu'on envoie vont être souvent envoyés et donc lus par mail et éventuellement aussi sur un téléphone portable. Donc ça, on est plus sur la partie legal design au quotidien. Ensuite, sur la partie legal design informatif, je vous ai mis pour exemple, legal design informatif, on est vraiment sur la partie infographie. À chaque fois que vous voyez une infographie, oui, ça peut se rattacher au legal design. On est vraiment dans l'information descendante et faire mieux comprendre à quoi sert une information et la simplifier. Vous avez en exemple une infographie que j'ai créée l'année dernière au moment des circulaires sur le coronavirus, sur l'adaptation des règles de convocation des assemblées générales, où plutôt que de faire une newsletter auprès de mes clients, j'ai choisi de faire une infographie pour qu'ils puissent concrètement avoir une réponse à leurs questions.
On a aussi le legal design des actes. Alors, on l'a vu un tout petit peu avec Aurélien tout à l'heure sur la partie legal tech, mais j'allais dire l'outil qu'on utilise le plus avec Sabine quand on réfléchit au legal design, c'est PowerPoint en fait. Et c'est vraiment devenu un support incontournable pour moi aujourd'hui. Quand ici, vous voyez un exemple de proposition d'accompagnement, je ne fais plus des propositions de mission sous Word. J'explique vraiment en fait le cheminement que le client va avoir avec moi, les différentes étapes. Et c'est vrai que ça a eu un effet en termes de taux de conversion, si je prends des termes un peu de business, le taux de conversion entre un prospect et un client a vraiment beaucoup augmenté depuis que je fais des propositions de mission en mode legal design et où j'explique vraiment le déroulé de mes missions. Et il m'arrive aussi de faire des clauses, par exemple une frise chronologique, il m'arrive de le faire en mode legal design aussi. Et dans le legal design des actes, il y a également pour moi tout ce qui est consultation juridique, où je fais mes consultations désormais à 100% sur du PowerPoint pour pouvoir avoir la liberté de faire des schémas, de toujours préserver ma responsabilité professionnelle en pouvant avoir des textes, attirer l'attention sur certains éléments, mais je fais ça de façon beaucoup plus visuelle. Et notre chouchou avec Sabine, c'est le legal design. Pour l'instant, c'est sur PowerPoint. Pardon? Oui, pour l'instant, c'est sur PowerPoint. Tu as raison, Aurélie. Et donc, les éléments chouchou qu'on a, c'est le legal design collaboratif. C'est donc, je vous avais montré le premier qui concernait la rémunération du dirigeant, mais vous voyez ici d'autres exemples. J'ai créé un visuel avec Sabine pour un premier rendez-vous client, toujours pour mon dirigeant d'entreprise, avec sa partie professionnelle, sa partie personnelle. Et en fait, pouvoir, lorsque je suis en rendez-vous, plutôt que d'écrire de façon linéaire sur mon bloc, je renseigne ce document-là, j'organise déjà mes idées et ça veut dire que je peux envoyer ça dans la demi-journée qui suit, je peux envoyer ce document-là à mon client à mon prospect à ce moment-là en tout cas, pour qu'il soit bien assuré que je l'ai bien écouté, que j'ai entendu ses besoins et que je suis capable de le synthétiser pour lui faire une proposition ensuite par la suite. Donc ça c'est aussi un élément très important, vous voyez, dans la relation client. Et un legal design aussi sur la boussole des associés, puisque je conseille aussi sur un pacte d'associés, plutôt que de leur parler tout de suite des clauses techniques qui les rebutent un peu, parce que c'est vrai que la plupart du temps, ils prennent le pacte, ils le mettent dans un tiroir. Là, c'est vraiment susciter l'échange. Et c'est vrai que jusqu'alors, j'ai plutôt accentué le trait sur ces outils-là plutôt que sur vraiment rédiger mes contrats en mode legal design, parce que pour une raison toute simple et que vous allez tous bien comprendre, c'est que pour moi, le legal design, c'est aussi un outil de rentabilité. Je me rends accessible, mais aussi pour pouvoir aider davantage de personnes et que mon cabinet soit rentable. Donc, c'est au final pouvoir montrer dès le début à mon client que je suis à son écoute et donc créer des choses très, très accessibles. Et après, sur la partie legal design des contrats, voilà, ça va venir pour moi dans un… voilà, j'ai commencé, ça va continuer de s'enrichir, mais c'est vrai que j'ai davantage mis le trait, moi, dans mon quotidien sur l'aspect legal design au quotidien, l'infographie et le collaboratif. Et le collaboratif est tellement enrichissant de pouvoir avoir un support, un vrai média pour échanger sur des sujets techniques avec le client que ça a vraiment changé beaucoup les choses pour moi. Donc voilà, le match Legal Tech, Legal Design en résumé avec les différents points qu'on vous a présentés. Alors, je n'ai pas le temps de répondre. Je vois qu'il y a des interactions, mais je vous laisse. Je peux pas tout faire. Je le fais, je réponds. Super. Et du coup, en résumé, le point commun, on va dire, entre Legal Tech et Legal Design, c'est de faciliter la communication, d'améliorer la relation. Et dans les deux cas, on veut que, en tant que juriste, on a envie que notre valeur ajoutée soit reconnue, en fait, parce qu'on n'est pas juste les empêcheurs de tourner en rond. On amène vraiment des choses et c'est ce qui nous tient à cœur en général quand on a choisi ce métier, c'est d'aider les gens, en fait, d'aider les personnes, que ce soit en tant que juriste, les autres services ou en tant qu'avocat ou notaire. Mais on voit bien que la valeur ajoutée, en fait,
les clients, les opérationnels, ils ne viennent pas chercher notre connaissance, notre expertise, parce que pour eux, c'est évident. S'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils savent qu'on a cette expertise. Et donc, on doit déplacer notre stratégie sur vraiment la gestion de la relation client. Et pour nous, tous les trois, on a vraiment ce nouvel écosystème du droit qui doit rassembler voilà, les trois parties prenantes, hein, les professionnels du droit, la legal tech et le legal design. Et pourquoi, enfin, on parlait aussi de pourquoi on en arrive à là et pourquoi le sujet pour nous était intéressant de vous le présenter de cette façon-là. C'est parce que le business model traditionnel, quand on est avocat, juriste, notaire, c'est qu'on est dans une phase d'écoute et de vente, on analyse le dossier, on livre ce qu'on a livré, une consultation, une procédure, un acte, et puis on clôture le dossier. Et on est en relation avec notre client de cette façon-là. Sauf qu'aujourd'hui, pour nous, on ne peut plus raisonner uniquement comme ça. Il faut vraiment rajouter 2 briques que sont l'innovation, le design, le développement, vraiment proposer des solutions aux clients et être dans la stratégie de comment on s'adresse à eux, comment ils perçoivent notre valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment voilà, ce qui met, comme tu l'as dit Sabine, on aime bien les étoiles, mais c'est ce qui met aussi des étoiles dans la relation. Ce n'est pas uniquement pour faire plaisir aux clients, enfin, ça en fait partie, bien sûr, mais pour l'avoir expérimenté depuis plusieurs années, ça met aussi un peu alors fun, c'est peut-être un peu trop péjoratif, mais ça met un peu de gaieté et de renouveau dans la façon dont on pratique le métier. C'est vrai qu'avocat depuis 2001, ça fait 20 ans que je fais ce métier et je suis aussi contente de pouvoir bouger la façon dont je le fais et de pouvoir enrichir tout ça. Et le legal design a vraiment bien joué ce rôle-là. Est-ce qu'on peut parler de second souffle en fait? Enfin, ça amène du renouveau. C'est ça, exactement. Oui. Surtout qu'on est au printemps, donc voilà, c'est les bourgeons, la nouvelle façon de pratiquer le métier. Et donc, pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner, je vais redonner la parole à Aurélien. Du coup, peut-être une question, vu l'heure qu'il est, et qu'il y a encore quelques petites choses à voir, on se posait la question, est-ce que vous préférez qu'on passe un petit peu de temps du coup pour vous montrer du coup concrètement ce que ça peut donner, ou est-ce que vous préféreriez que, parce qu'avec les impératifs, etc., qu'on vous fasse une démonstration peut-être plus personnelle, plus individuelle par la suite? Si vous voulez mettre un petit mot à ce sujet. Donc, est-ce qu'on prend un peu de temps pour vous présenter ça, en sachant que ça vaut la peine, hein, mais Voilà, sinon ça peut être peut-être plus individualisé dans les prochains jours. On prend un peu de temps. Démon maintenant. Fonction. Bon, on y va, alors. Bon, Elisa doit partir, mais du coup, vous reverrez le replay, c'est pas grave. La partie la plus intéressante. Je pense qu'il va la démontrer. Voilà. Okay. Alors, j'arrête mon partage et puis... Voilà. Alors, du coup, c'est moi qui vais vous partager mon écran. Je vais arrêter du coup ma caméra pour éviter du coup les écueils possibles. Hop, je vais laisser ici. Donc, comment ça peut se matérialiser? Donc ici, l'idée donc de la solution, c'est que vous puissiez gérer la totalité de votre flux contractuel. Voilà, donc ici, vous avez simplement un tableau de bord par état de contrat, mais également donc de legal design. Et en fonction de là où vous en êtes et des interactions que vous avez, de la validation, de la relecture, vos contrats, les vignettes, vos legal design passent d'une étape à l'autre. Donc, vous avez aussi cette charge mentale en moins de savoir où est-ce que vous en êtes sur tel et tel dossier. C'est automatique. Du coup, plus concrètement sur le legal design, je vais surtout vous montrer comment est-ce qu'on rédige et comment est-ce que ça intervient sur la relation client et le lien avec la partie contractuelle.
Pour ceux du coup qui seront intéressés pour en savoir un peu plus sur les coulisses, l'intégration des matrices, l'intégration des contrats, on pourra voir ensemble un petit peu plus tard avec grand plaisir. Donc du coup ici, je vais pouvoir aller donc dans Nouveau Legal Design. Ici, voilà, je peux avoir ma bibliothèque de Legal Design. Aujourd'hui, on n'en a qu'un pour cette démonstration. Je peux donc initier mon Legal Design. Voilà, pour cette petite démonstration, on va prendre le cas de figure donc, de cette conférence en ligne. Voilà, hop, webinaire, donc Legal Design et Legal Tech. Vous avez la possibilité donc d'y indiquer des tags, donc ça sera surtout bénéfique pour rechercher, c'est la même chose sur les contrats, tous les contrats et les legal design qui correspondent à cela. Voilà, hop, les deux partenaires et l'année ici. Et du coup, peut-être un dernier, simplement une indication pour le projet à venir sur 2022. On verra si certains d'entre vous arrivent à deviner. Je peux la petite partie improvisation. Donc ici, je peux donc générer mon legal design. Voilà. Si ma connexion me le permet. Voilà. Est-ce qu'elle le permet? Est-ce qu'elle le permet? Hop, on va voir ça tout de suite. Voilà. Hop, legal design et tech. Ah, je ne refais pas les tags, on a compris. Ça, c'est les aléas du confinement, en fait. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, je vais avoir donc, ma matrice donc, Legal Design ici. Donc, celle-ci a été conçue donc, par Sabine et Stéphanie. Donc, c'est un outil. Sabine, je peux te laisser présenter l'outil si tu souhaites. Ça sera peut-être aussi bien. Oui. Alors, c'est un outil qu'on a travaillé avec Stéphanie, puisqu'on s'est dit que ce serait intéressant justement d'avoir un outil prise de rendez-vous, réunion, en fait, comme on le fait pour le cabinet de Stéphanie. Donc, on s'est dit qu'on allait aussi s'atteler à cet exercice, en tout cas, pour la partie décodée et vous présenter quelque chose d'un peu marqué, on va dire, avec notre logo. Mais l'idée, c'était de vous présenter, en fait, comment on pouvait organiser ça. Et donc, on a créé cette matrice. Donc, c'est Stéphanie qui a créé la première base. En plus, moi, on a toujours notre façon de travailler. Hein. Donc, on en discute à deux. Stéphanie dessine et prend note des premières réflexions. Ensuite, on le retravaille toutes les deux. Ensuite, j'interviens. Et puis, au final, après, on le passe à Aurélien, du coup, qui peut l'intégrer sur son outil sur Ilo. Et l'idée, du coup, voilà, c'est de pouvoir avoir une matrice où on peut résumer tous les éléments dont on a besoin suite à une réunion efficace. On s'est dit qu'il fallait être efficace, gagner en efficacité. Je pense que ça doit vous parler aussi pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Et le but, voilà, vous voyez, c'est vraiment de pouvoir compléter les différents items de cet outil pour être efficace. Hein. De toute manière, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, Stéphanie, si tu veux compléter. Non, c'est vraiment ça l'objectif et ça nous semble l'outil un peu universel qui peut servir à tous et où chacun peut avoir son utilité. On peut le compléter effectivement en ligne. Après, en dégradé, ça peut être aussi imprimé en bloc. Enfin voilà, il y a plein de déclinaisons possibles. Mais c'est vrai que l'avantage du numérique, c'est de pouvoir le transmettre tout de suite par mail. Et là, je pense qu'on gagne aussi en impact et j'en reviens toujours à ça, mais c'est vrai qu'en approche client, c'est quand même bien. Ah, on a une question sur savoir le compte-rendu. On l'a créé à partir de PowerPoint, puisque avec quel outil graphique ça a été conçu. En fait, c'est du PowerPoint mixé avec des icônes, en fait. Des icônes, alors
Évidemment, dans notre travail, les icônes peuvent être travaillées par Sabine directement, mais aujourd'hui, il y a aussi des outils en ligne qui peuvent être aussi un bon premier pas, qui permettent d'avoir des banques d'icônes, y compris d'ailleurs sous PowerPoint, où quand vous faites insérer images stockées de mémoire, PowerPoint a rajouté un onglet icônes. Alors, on sait que selon les droits des entreprises, des cabinets, vous n'y avez ou pas accès, mais peut-être que c'est aussi des fonctions à débloquer auprès de vos informaticiens. Mais voilà, il y a des outils et c'est en ça que PowerPoint est assez magique, puisqu'il permet vraiment de faire des choses très, très sympas. C'est notre logiciel passerelle, en fait, à toutes les deux. On a cherché, en fait, un petit moment, et c'est pour ça, du coup, qu'on vous partage, pour peut-être aussi gagner du temps dans la mise en place de cette approche Egal Design. C'est qu'en fait, on a cherché, moi, je travaille avec mes logiciels métiers, entre Illustrator, InDesign, Photoshop. Et du coup, comment réussir à partager ça avec Stéphanie et la rendre aussi partie prenante, en fait, de la partie graphique. L'idée, c'est aussi que Stéphanie puisse faire ses rectangles, faire ses ronds, ses flèches, pour on puisse rebondir. Et du coup, voilà, en tout cas, l'utilisation de mes logiciels métiers arrive quand on doit faire la représentation de Stéphanie tout à l'heure. Voilà, c'est l'étape encore au-dessus. Mais pour un outil comme ça, on n'a utilisé que Photoshop. Ouais. Et donc, du coup, en effet, dans cette première version donc, des fonctionnalités Legal Design liées à la contractualisation, l'idée, c'est que vous puissiez donc importer vos matrices, y positionner des zones de texte, etc. Donc, pour une phase de remplissage comme celle-ci, que vous pouvez faire du coup vous-même, que vous pouvez imprimer pour remplir à la main, puis ensuite recompléter du coup en ligne. Mais l'idée, c'est que vous puissiez aussi la partager donc aux utilisateurs ILO, par exemple, de votre cabinet ou de votre entreprise, mais également du coup de l'envoyer à vos clients ou à vos clients, à vos partenaires, en leur envoyant le lien pour qu'eux puissent aussi compléter directement dans la matrice en ligne. Et donc là, du coup, par des jeux de notification ou même en collaboration simultanément dans une visio, vous pouvez compléter l'outil en même temps où votre client partenaire peut le remplir de son côté, vous le reprenez par la suite. Donc, c'est l'idée pour l'instant. Et il y a déjà donc une V2 de ces fonctionnalités Legal Design qui visera du coup à vous permettre de construire la totalité de vos matrices directement dans la solution. Et auquel cas, vous pourrez construire les matrices pour vos contrats, les matrices de Legal Design informatif, construire du coup, par exemple, les propositions de mission exactement comme Stéphanie vous l'a montré, directement dans la solution. Et ça, c'est une évolution qu'on permet, qu'on a dans les tuyaux de permettre d'ici à l'été environ. Voilà, du coup, on va gagner encore pour faire le lien. Voilà, parce que du coup, tout sera centralisé dans un seul et même outil. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que la matrice donc, est complétée, qu'elle reprend tous les éléments, vous allez donc pouvoir évidemment l'enregistrer, tant que vous avez pu la partager, etc. Ici, donc je vais sortir de cette partie-là pour aller du coup dans la partie contrat et je vais pouvoir du coup rédiger la documentation correspondante. Donc voilà, par exemple, un compte rendu. Au passage, vous avez vu sur les différentes modélisations, on peut y laisser des commentaires pour pouvoir guider aussi le choix du bon document, donc que ce soit en cabinet d'avocat ou en entreprise quand ce sont des opérationnels qui vont rédiger. Voilà, très simplement, du coup, on peut également y mettre des tags. On a une notion de conjugaison automatique. Je passe très rapidement, je pourrais revenir en détail de manière plus individuelle si vous le souhaitez par la suite. Et des paramètres. Voilà. Ici, donc, je vais pouvoir passer à la réponse aux questions, qui n'est pas une obligation, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez en tant que professionnel du droit, rédiger à la volée en vous basant sur des clauses que vous avez déjà préintégrées, mais vous allez pouvoir rédiger à la volée, construire votre document comme vous le souhaitez, ou du coup vous appuyer ou permettre à vos opérationnels de vous appuyer sur votre raisonnement via une série de questions-réponses. Voilà, ici c'est volontairement simple pour cette démonstration. Je vais pouvoir donc valider et donc ça va me donner accès aux documents correspondants. Voilà, encore une fois, si ma connexion est clémente. Voilà. Ici, donc, je peux passer au document.
Voilà, donc qui est volontairement un compte-rendu assez simple dans lequel donc je vais pouvoir compléter ici mes données variables, legal design, la date, etc., le nom des participants, etc., les différents sujets. Et donc, hormis les données variables, je peux donc avoir un mode édité qui va me permettre directement de rentrer dans le cœur ici, donc pour pouvoir vraiment compléter ou écrire à la volée, c'est ce que je vous disais juste avant. Voilà, ici, compte rendu du telle date, très constructif. Voilà. Par exemple. Donc, du coup, voilà, vous pouvez faire ce travail-là ici. Et donc, toujours dans une logique de s'appuyer sur son closier, si vous avez davantage d'éléments, par exemple, vous pouvez aller piocher donc, dans votre closier, idem pendant la rédaction d'un contrat. Voilà, vous allez ici pouvoir ajouter, si vous avez plus d'éléments, par exemple, on va venir ajouter du coup une troisième brique de sujet à l'ordre du jour. Voilà. Ici, vous avez également la possibilité de faire suivre et de commenter ici ce compte-rendu pour le compléter, par exemple, si vous avez remarqué qu'il manquait des éléments. Et de la même manière que le legal design, vous allez pouvoir du coup partager le document à un utilisateur ILO ou à votre client qui n'a pas forcément ILO. Mais surtout, du coup, vous allez pouvoir attacher ici, ça va être peut-être celui-ci, voilà. Vous allez pouvoir attacher donc le legal design à votre contrat ou à votre document pour qu'il soit toujours relié, idem quand vous allez l'envoyer à votre client. Du coup, si on regarde ici par exemple, voilà, prévisualisation PDF, donc de ce que vous allez obtenir quand vous allez télécharger ou envoyer du coup par mail, vous avez bien ici donc votre legal design qui sert de base et au passage, qui sert qui est vraiment attaché donc comme un élément constitutif de votre contrat ou de votre document, legal design que vous pouvez tout à fait mettre en tête de ce document comme étant du coup la synthèse visuelle et claire de votre contrat ou de votre réunion dans ce cas précis. Et c'est vrai que cette fonctionnalité-là est vraiment intéressante. Pour vous donner l'exemple du pacte d'associés dont je parlais tout à l'heure avec la boussole, aujourd'hui la boussole, donc la partie un peu préliminaire à tous les échanges, je la mets en annexe du pacte d'associés, alors en annexe papier, mais c'est vrai que là c'est du coup assez pratique de pouvoir l'avoir aussi sur la partie numérique, de pouvoir tout coupler. Donc ça c'est vrai que c'est là encore, le legal design, il peut aussi, c'est souvent les retours que l'on a. On n'est pas obligé d'abandonner complètement la partie rédactionnelle. Ça peut être vraiment un complément. Et ça peut aider aussi à faire la transition parce qu'au début, c'est sécurisant d'avoir et le texte et la partie plus visuelle. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, ça permet de lâcher du lest sur la partie rédactionnelle pour aller vers le visuel. Et il y avait une question de Yuri sur le fait de savoir sur si on avait eu des sources d'inspiration sur d'autres logiciels comme MindMeister, donc qui est pour la partie mind mapping. Je vais répondre pour ma partie sur la partie legal design. En fait, ce qui a pu m'inspirer sur la création du legal design collaboratif, ça a été, on va dire, le business model Canva qui est utilisé pour la création d'entreprises, par exemple, sur les business models ou quand on sort un nouveau produit. Donc, c'est dans les 3 portes que j'ai pu ouvrir quand je me suis installée, c'est sur cette partie un peu dirigeant d'entreprise et de regarder les outils qu'eux utilisaient. Et j'ai trouvé ça assez pertinent puisque je l'ai utilisé moi-même et je me suis dit, mais tiens, on pourrait aussi décliner des choses dans cet esprit-là et c'est vrai que l'aspect collaboratif est très intéressant. Tout à fait. Et donc, du coup, dans cette collaboration, il y a vraiment une complémentarité. Et en effet, le legal design va au-delà de la simple information. L'idée de cette collaboration aussi, c'est de pouvoir intégrer au fur et à mesure du legal design dans les différentes briques de rédaction des contrats pour avoir également du legal design, certaines clauses rédigées en legal design dans les contrats. L'idée de cette collaboration, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout des sujets, puisqu'il y a une complémentarité très forte sur laquelle on est absolument convaincus respectivement.
C'est ça. Voilà pour cette partie démonstration. Ok. Alors, je vais... Donc, je pense que c'était nécessaire de la faire, hein. Oui, bah oui, c'est sûr. Alors, je Fait. repartage mon écran. J'espère que c'est bon, vous Oui, voyez c'est bon. l'écran. Donc, bah, après, on est quasiment à la fin de notre intervention. Rassurez-vous, il n'y a plus beaucoup de temps. On va vous libérer et merci d'être restés aussi nombreux au-delà de l'heure prévue. Un tout petit sondage pour voir. Alors, hop, est-ce que je vais réussir? Voilà, un petit sondage pour savoir quand on... Enfin, voilà, quelle démarche est-ce que de votre côté vous avez déjà initié pour faire évoluer vos pratiques métiers? Ouais, legal design, super. S'il y a plein de convaincus du legal design. Mais les Legal Tech, c'est bien dans la foulée, donc ça, c'est cool aussi. Ouais. Et ça, il leur manque plus que le bon outil pour lier les deux. Exactement. Non, mais voilà, cette question, c'était pour voir aussi dans la démarche d'innovation, c'est chouette de voir parce que pour moi, le legal design, c'est aussi avoir réfléchi à la façon dont on voulait vraiment exercer son métier. Et la legal tech, désolée, mais ça vient en soutien, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui prennent vraiment l'initiative de voilà, être acteurs de l'innovation. C'est vraiment ça, je trouve ça vraiment très chouette. Super. Donc, je vais pas tarder à mettre fin au sondage, mais on est à 63% sur je pratique le legal design et 38% sur j'utilise un outil de legal design, de legal tech, pardon. Faut pas que je mette du legal design. Fabien qui dit les deux. Les deux. Ouais, bah super aussi. Impec. Hop, je clôture. Je vous partage rapidement le résultat. Du coup, Notre coup de pouce découverte. Bah oui, parce que, enfin voilà, on était en tout cas ravis de vous présenter ça. Enfin, c'est pour nous aussi un bon moment, enfin, de pouvoir vous partager aussi tout ce temps en fait qu'on a passé avec Stéphanie et Aurélien pour préparer et puis tout ce qu'on nourrit depuis plein de réunions pour développer ces outils. L'idée en fait, c'est de vous proposer quelque chose. Alors du coup, vas-y, va à la slide suivante. Donc pour tous ceux qui étaient en tout cas inscrits et qui ont participé ou qui étaient en tout cas inscrits au webinaire, c'est de pouvoir justement avoir un bilan. Donc vous pouvez en fait nous contacter pour avoir un bilan et 30 minutes de débrief avec nous sur justement les premiers pas peut-être ou alors les questions que vous avez au sujet de ce bilan, enfin ce qu'il en ressort, comment vous lancez. Donc ça c'est notre partie à Stéphanie et moi. Et du coup, on ajoute un cadeau supplémentaire. On avait parlé de 2 cadeaux, donc on a forcément un deuxième cadeau qui est pour toi, Aurélien, du coup. Oui, tout à fait. C'est du coup la possibilité donc de vous faire tester pendant 30 jours, donc entièrement gratuitement, la totalité de la solution en fait. Que ça soit donc la partie gestion contractuelle et la partie legal design et la combinaison des deux évidemment. Donc voilà, du coup la possibilité d'actionner ça pour vous. Voilà, pour les prochains 30 jours. Vous pouvez actionner ça sans problème. On mettra ça à votre disposition avec grand plaisir. Donc l'idée, c'est que vous puissiez revenir vers nous. Et c'est suite au contact que vous prenez avec nous, en fait, on vous donne l'accès. Comme ça nous permet quand même de maîtriser un peu les choses, hein, histoire qu'Aurélien ne se retrouve pas à rendre sa solution gratuite pour l'univers entier. Donc l'idée, c'était de pouvoir en faire bénéficier, en tout cas, ceux qui suivent nos aventures et ceux qui prennent le temps de partager ces temps avec nous. donc en fait, quand on va mettre fin au webinaire, vous aurez possibilité de laisser vos coordonnées pour en bénéficier. Et puis sinon, dans le mail avec le replay, on vous le remettra. J'en profite juste pour répondre à une question qui a été posée, qui est comment vendre le legal design aux clients, comment le valoriser au plan économique. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Je n'oblige pas forcément aujourd'hui les clients à prendre
prendre la solution legal design, mais je leur laisse le choix. Donc, j'ai fait des déclinaisons dans mes offres avec une vision classique et une vision plus legal design. Avec, voilà, j'ai fait tout un travail pour essayer d'exprimer clairement ce que peut apporter le legal design aux clients et les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Mais en Donc, même temps, le ouais, legal design, tu le vends à partir d'un certain niveau, mais il apparaît dès le début, en fait, c'est comme on l'a ça, vu ouais, c'est ce avec que je dès le disais. Oui, tout à prospect, fait. en fait. Oui, Tu utilises déjà cette partie legal design. C'est oui, plus quand tu es sur de la rédaction, où là, du oui, coup, tout tu à proposes fait. en fait les deux offres. C'est ça. On va dire que toute la partie prospection, enfin proposition d'accompagnement, note de rendez-vous, évidemment, ça reste un investissement pour la structure, mais pour la partie legal design collaboratif sur les différents accompagnements que je propose, je laisse le choix pour pouvoir le valoriser justement et mettre des tarifs différents. Bon, bah, c'est super. Si Fabienne nous dit intéressant et motivant, bah, c'est tout ce qu'on voulait. En fait. Voilà, exactement. Donc, C'est on ça. espère que ça vous a plu. Ça a l'air vu les retours qu'on a eus. Et puis, bah, n'hésitez pas à activer notre coup de pouce. Voilà, c'est pour vous aider à faire les premiers pas. C'est le plus dur, en fait, faire le premier pas. Après, ça vient tout seul. Après, ça se dépile bien. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres, avant C'est ça. qu'on clôture, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez prendre un temps pour nous poser des questions, parce que oui, maintenant c'est à vous de jouer si vous voulez passer à l'action, mais si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous les poser. Bon, après, on se rend accessible Oui, aussi bien bien sûr. par mail que sur les réseaux. Enfin, n'hésitez pas à rebondir aussi si vous avez des questions. On est tous les trois très actifs et on met un point d'honneur, en tout cas, à essayer de Tout transmettre à tout ça. fait. Exactement. Et Bon, disponible. je ne vois pas d'autres questions. Je vois des bon après-midi à tous. Ben, ça va être à notre tour de vous remercier pour votre attention, votre Oui. participation. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci bien. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Excellent après-midi.